Dans notre podcast L'autisme, les informations de base, qui est disponible sur la chaîne, on mentionne brièvement le sujet du masking, et c'est un concept qu'on avait envie d'aborder un peu plus en profondeur. Le masking, c'est une méthode d'adaptation qui consiste à dissimuler ses traits autistiques pour correspondre aux attentes sociales de comportement. Donc c'est le fait de masquer ces traits autistiques, qui font partie de notre fonctionnement intuitif, pour être mieux acceptés dans la société. Certaines personnes arrivent très bien à masquer, pour d'autres c'est difficile, voire impossible. Des fois c'est un effort conscient, et des fois c'est tellement intégré qu'on se rend même plus compte qu'on est en train de le faire. Ça peut prendre énormément de formes et se manifester dans tous les domaines de la vie de la personne, comme les interactions sociales, la communication, la manière de vivre et d'exprimer les émotions, la manière de travailler et collaborer avec les autres, le rythme de vie et la manière de gérer le temps et les routines, etc. Donc c'est très vaste, il y a des aspects cognitifs, émotionnels, comportementaux et identitaires. On peut séparer les comportements de masking en 3 grandes catégories avec quelques exemples concrets. Pour commencer, il y a l'assimilation, où on s'adapte à la manière neurotypique de faire les choses, même si elle ne nous convient pas forcément, ce qui passe souvent par de l'imitation. Je pense qu'en termes de masking, il y a déjà simplement tout ce qui est mirroring social, c'est-à-dire quand quelqu'un en face de moi avec qui je suis pas à l'aise va, je sais pas, croiser les jambes, automatiquement je vais croiser les jambes. Si elle se penche en avant pour m'écouter, je vais le faire. Je vais adapter aussi en fonction de la conversation. Je regarde dans les yeux, je regarde pas dans les yeux, je regarde à côté, je la regarde elle. Enfin, toutes ces choses qui sont en fait théoriquement innées et que moi, c'est des choses très apprises. J'ai beaucoup pris d'exemples sur les gens autour de moi aussi, c'est-à-dire que vu que je comprenais pas comment le faire avec mes propres ressources, je me disais ok, moi je suis timide, du coup je vais aller regarder les gens qui sont pas timides, comment ils font. J'ai eu des rires qui étaient très différents en fonction des époques. Parce que je copiais le rire des gens que je côtoyais. Et donc du coup j'ai eu des rires très particuliers à certains moments, parce que mes potes avaient ces rires-là, ou des gens de ma famille avaient ces rires-là. Et c'était allé à un point où je savais pas ce que c'était mon vrai rire. Un autre exemple, je pense que c'est toutes les interactions sociales qui en fait sont des copies de choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà entendues. Par exemple, quand je réponds au téléphone, si on m'appelle, déjà je réponds pas. Mais si je décroche, en fait moi je prends exactement la même tonalité que ma mère. Je vais répondre de la même manière que ma mère répondait, juste en mettant mon nom dedans. Les mêmes interactions, les mêmes formulations qu'en fait j'utilise pas dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment pas du tout mon vocabulaire, qui sont là par un peu automatisme, parce que dans ma tête c'est comme ça qu'on fait les interactions. Ensuite, il y a la compensation, avec les choses qu'on se force à faire, où on adapte notre comportement pour correspondre aux attentes. Je pense qu'il y a aussi tous les exemples qui sont en fait des dissimulations de comment je fonctionne. Par exemple, dans une situation sociale où on attend de moi que je sois très enjouée, imagine on me montre une photo de chat que je trouve mignon, je vais dire « Oh, il est trop mignon !» Et ça va pas se voir. Mes émotions se montrent pas tellement sur mon visage. Et du coup, il y a tout un tas de situations sociales où je vais faire comme s'il y avait des émotions, des réactions physiques et de façade émotionnelle, alors que en fait, si c'est ma réaction normale, ça va être verbal et voilà. Il y a une époque aussi, c'était sur toute ma façon de me mouvoir. C'était quel écart je devais mettre entre chaque pas, où est-ce que je devais regarder, comment on balance la tête, à quel point je devais écarter ou balancer mes bras pendant que je marche. Des fois, je prends un café avec moi quand je vais quelque part ou que je vais rencontrer des gens dans un parc ou une sortie. Et je fais en sorte de pas avoir fini mon café avant d'arriver, parce que comme ça me donne quelque chose dans les mains, quelque chose à faire, pour pas avoir les mains vides et pas steam ou faire des trucs bizarres avec mes mains. Et du coup, je peux sip gentiment mon café et du coup, ça me permet de me cacher un peu derrière. C'était aussi même sur des trucs beaucoup plus précis, sur comment je devais me lever la main en classe quand j'avais une réponse. Fallait pas que ce soit trop droit ou trop rapide, et fallait pas non plus que j'ai le doigt bien levé comme on pouvait le voir sur les images, et c'est que c'était un peu plus une main détendue pour que ça paraisse un peu moins sûr de soi, et donc du coup c'était assez réfléchi sur pas mal de sujets. De la même manière, si je parle comme je parle de manière relaxée et pas masquée, voilà, je parle d'un ton relativement plat et très très saccadé, ce qui n'est pas du tout bien vu, et socialement je fais quand même beaucoup d'efforts pour en fait avoir un ton qui est fun, et du coup je fais beaucoup plus d'intonation que mon ton de base. Et pour finir, il y a la dissimulation, avec les choses qu'on s'empêche tout simplement de faire. Il y a aussi tout ce qui est de la dissimulation de choses qui sont pas socialement bien vues. Par exemple, regarder les gens dans les yeux trop longtemps. Moi, ça me dérange pas de regarder les gens dans les yeux, je trouve ça très pratique. Mais bon, il faut faire un entre-deux socialement, parce que sinon, tout le monde trouve ça bizarre.
Des fois, je le stime en mettant de la pression, en appuyant dans ma main ou des endroits de mon corps. Et j'ai remarqué que quand j'étais en public, au lieu de juste appuyer, je gratte. Parce que ça passe beaucoup mieux qu'on a un endroit qui nous gratte et qu'on gratte, plutôt que de juste appuyer au milieu de sa main ou sur sa cuisse de façon très aléatoire au milieu d'une conversation. Si quelqu'un amène dans une conversation un sujet qui est un de mes intérêts spécifiques sur lequel je suis plus au courant qu'eux, avant je sais que je faisais très attention à juste pas trop aller dans la conversation parce que sinon on me perdait et que c'est pas très bien vu en fait de pouvoir parler un quart d'heure, une demi-heure sur le sujet. Et de la même manière, il y a plein de choses, par exemple, j'aimerais corriger les gens, très souvent. Mais les gens n'aiment pas ça, du coup je le fais pas. C'est tous des comportements qui sont réprimés pour éviter l'étiquette de bizarre et étrange en société. Une analogie qui est souvent utilisée pour expliquer le masking aux gens qui ne le vivent pas, c'est celle du clignement des yeux. A priori, cligner des yeux, c'est quelque chose qu'on fait tous, sans réfléchir, parce que ça nous vient naturellement. Mais qu'est-ce que ça donnerait si on devait commencer à le faire consciemment et manuellement ? Pour les autistes, il y a beaucoup de choses qui semblent absolument normales et naturelles, qui doivent être apprises et ensuite faites consciemment, ce qui est envahissant et épuisant. On peut être en train de simplement marcher dans la rue et se demander si on le fait de la bonne manière. Ça paraît stupide, mais si on se pose la question, c'est parce qu'on nous a reproché de faire bizarrement des choses aussi banales que ça toute notre vie. En général, les techniques de masking, elles commencent à se développer dans l'enfance à cause d'un enchaînement d'événements très simples. Des traits autistiques se remarquent dans notre comportement, par exemple notre manière de jouer ou d'interagir avec les autres. Les réactions extérieures sont des punitions, des moqueries ou de la mise à l'écart, ce qui nous amène à surveiller et adapter notre comportement pour éviter ces formes de sanctions sociales. Ça peut sonner positif parce que savoir s'adapter c'est important, sauf que pas vraiment. Parce que, en l'occurrence, ce qu'on en retire, c'est que notre manière naturelle de fonctionner est fausse et que notre comportement mérite une punition et de l'isolement social. Déjà, ça implique que le fonctionnement autistique est mauvais en soi, ce qui est validiste, mais en plus, en tant qu'enfant, on n'a pas les outils pour prendre ce recul, donc on enregistre juste qu'on est une mauvaise personne sans savoir pourquoi. Donc l'impact y est plutôt négatif, puisque ça va fortement toucher l'estime de soi des enfants autistes, mais aussi leur apprendre à ignorer leurs propres besoins pour éviter de déranger ou être punis. Mais réussir à masquer, ça peut aussi être un privilège, parce que ça permet de mieux s'intégrer socialement et professionnellement. S'il n'y avait pas d'avantage, personne ne prendrait la peine de le faire. Masquer, ça permet par exemple d'éviter le harcèlement et l'isolement social, mais aussi d'avoir l'air plus chaleureux et appréciable, d'être pris plus au sérieux dans ses idées, d'avoir plus d'opportunités professionnelles, etc. C'est plus simple de maintenir des amitiés et un travail quand les gens autour de vous trouvent pas un peu bizarre, légèrement inadapté et limite flippant. Par contre, ça nécessite d'aller à l'encontre de sa manière naturelle de fonctionner, ce qui peut créer des problèmes de santé sur le long terme. Pour commencer, ça a déjà été mentionné, beaucoup de personnes grandissent avec l'impression qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux dans leur manière de simplement exister, des fois sans diagnostic et donc sans explication. Forcément, ça peut créer des gros problèmes d'estime de soi et de la dépression, mais aussi beaucoup d'anxiété, puisqu'on passe beaucoup de temps à se surveiller, se demander comment les autres nous perçoivent, et essayer de se conformer aux attentes, ce qui peut amener à une forme de burn-out, qui est d'ailleurs spécifique à l'autisme. Pour éviter cet épuisement, certaines personnes commencent à éviter les situations trop demandantes, ce qui amène à de l'isolement social. Il y a aussi une dimension identitaire. Beaucoup de personnes autistes se sentent obligées de jouer un rôle dès qu'elles sont en société, à partir de l'enfance, et beaucoup arrivent à un stade où elles ne savent plus qui elles sont sans leur masque. Elles façonnent une version d'elles qui leur paraît plus acceptable pour chaque nouvelle personne ou situation, mais aucune qui puisse s'autoriser à être complètement authentique. Par extension, le fait de constamment ignorer ses propres besoins et son fonctionnement instinctif amène à des problèmes pour exprimer son consentement dans beaucoup de situations. On peut avoir de la peine à savoir ce qu'on veut ou ce dont on a besoin, peur de déranger des gens autour de nous ou tendance à dire oui par réflexe, même quand on est mal à l'aise. Tout ça, ça crée une distance avec l'entourage, puisque c'est difficile d'être complètement soi-même et donc les liens sont moins profonds. Pour ces raisons, les relations entre personnes autistes peuvent être un soulagement puisqu'il peut y avoir moins de pression à masquer et plus d'espace pour apprendre à se connaître réellement. Après le diagnostic, surtout quand il a lieu à l'âge adulte, beaucoup de personnes décident d'essayer de masquer moins pour essayer de reconnecter avec elles-mêmes parce qu'elles se sentent plus légitimes à le faire maintenant qu'elles ont une bonne raison. Mais souvent, le masking est tellement intégré depuis toujours que c'est très difficile de l'identifier et donc d'arrêter. Tout le monde n'est pas non plus égal face au fait d'arrêter de masquer son autisme, puisque notre interprétation d'une même action varie en fonction de qui on a en face de nous. Par exemple, si une personne ne nous regarde pas dans les yeux et parle de manière très directe avec une expression faciale neutre, si elle est blanche, on risque de se dire qu'elle est un peu étrange et mal à l'aise. Par contre, si la personne est racisée,
les préjugés racistes et validistes peuvent s'accumuler, et on va plus facilement l'interpréter comme de l'impolitesse, voire de la défiance ou de l'agressivité. Donc pour les personnes racisées, arrêter de masquer son autisme, c'est prendre le risque de s'exposer à plus de discrimination, sachant qu'elles ont déjà en soi la charge de se rendre approchables, sympathiques et le moins confrontantes possible dans les sociétés occidentales. Donc il y a déjà une différence dans la vie de tous les jours, mais il peut aussi y avoir des conséquences beaucoup plus graves en cas d'interaction avec la police, qui va facilement considérer ces comportements comme suspects. On a tendance à penser qu'il y a des gens plus autistes que d'autres, alors qu'en réalité, il existe énormément de traits qui se manifestent de plein de manières différentes, et donc comparer l'expérience de deux personnes, c'est très difficile et pas forcément pertinent. Ce qu'on peut évaluer, c'est le niveau d'assistance nécessaire à une personne pour fonctionner au quotidien. Mais tout ça, ça prend pas en compte l'existence du masking. Les traits autistiques dont on parle le plus, c'est ceux qui dérangent les neurotypiques, et on oublie que beaucoup d'autistes font cet effort d'adaptation et passent sous le radar, ce qui veut pas dire qu'ils sont pas en détresse, ils dérangent juste moins. Statistiquement, les femmes et les personnes non-binaires masquent plus que les hommes, ce qui peut être expliqué par le fait que la socialisation des filles met l'accent sur la communication et le confort des autres. C'est une des raisons pour lesquelles elles sont diagnostiquées en moyenne à 16 ans, contre 4 ans pour les garçons. Il y a aussi 3 à 4 fois plus d'hommes diagnostiqués que de femmes, alors que la recherche montre que la probabilité d'être autiste est la même pour tous les genres. Les personnes racisées sont aussi diagnostiquées jusqu'à 3 fois moins que les personnes blanches. C'est assez commun pour les femmes d'être diagnostiquées à tort d'autres troubles, parce que les traits autistiques sont confondus avec les symptômes de ces troubles, et donc que leur autisme soit détecté des années plus tard, ce qui fait que la prise en charge n'est pas adaptée. En résumé, le masking, c'est une méthode d'adaptation adoptée par les personnes autistes pour mieux s'intégrer socialement, qui commence souvent à se développer pendant l'enfance en réaction à la discrimination. Il impacte la manière qu'ont les personnes extérieures de nous percevoir, ce qui nous permet de mieux nous fondre dans la masse, mais ça peut aussi coûter cher en énergie et avoir un impact négatif sur la santé, physique comme mentale. Donc arrêter de masquer, ça peut être bénéfique, mais c'est un processus long et compliqué, et tout le monde ne peut pas se permettre de le faire au même titre, puisque ça expose à de la discrimination. Le masking, il peut aussi retarder le diagnostic puisque les traits autistiques sont dissimulés, ce qui peut compliquer la compréhension de soi-même et l'accès aux accommodations. Donc en conclusion, le masking, ça peut être très utile socialement pour les personnes autistes, mais exiger d'elles qu'elles s'adaptent en tout temps, c'est injuste et néfaste, et tout le monde pourrait gagner à ce qu'il y ait plus d'adaptation et d'accommodation disponibles aux différents fonctionnements, même les neurotypiques. Ah d'accord.